Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Son procès vient de s'ouvrir à La Haye. Il est décrit comme l'un des commandants les plus féroces de la LRA. Surnommé la fourmi blanche, Dominique Ongwen comparé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un procès très suivi par les rescapés de la rébellion en Ouganda. Vous verrez le reportage de nos envoyés spéciaux dans le nord du pays. Et puis on s'intéressera à la situation en Gambie, un pays à l'immigration massive, avec la victoire surprise de l'opposant Adama Barrow après 22 ans de règne de Yahya Jammeh. Ce flot de migrants va-t-il se tarir? On se posera la question avec Sarah Sako. Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, nous recevons ce soir Damso, rappeur belge d'origine congolaise, révélation de cette année 2016. L'artiste aux paroles fortes, mélancoliques et crues nous parlera de son ascension musicale, mais aussi de son attachement au continent. C'est le premier membre de l'armée de résistance du Seigneur devant la CPI, cette rébellion ougandaise qui a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. Lui-même kidnappé par le groupe lorsqu'il n'avait que 10 ans, Dominique Ongwen a rapidement gravi les échelons de la rébellion et il doit répondre aujourd'hui de 70 chefs d'accusation, assassinat, enlèvement, mariage forcé. La procureure le dépeint comme l'un des chefs les plus sanguinaires de la LRA. Lui a plaidé non coupable et se présente en victime. Écoutez son avocat. Ongwen n'était qu'un enfant quand il a été enlevé. Il a été capturé dans le bush. Il y est resté 26 ans. Il n'avait pas le choix de partir et c'est évident qu'il a essayé plusieurs fois de s'échapper. Et ce procès qui vient de s'ouvrir à La Haye est très suivi, vous l'imaginez également en Ouganda par les rescapés de la rébellion. Nos envoyés spéciaux Thaïs Brook et Charlotte Cosset se sont rendus dans le nord du pays où les cicatrices infligées par la LRA ont bien du mal à se refermer. Regardez le reportage. Pour Denis, c'est un jour spécial. Il se prépare pour la diffusion du premier jour du procès de Dominique Ongwen. Comme lui, Denis a été enlevé par la LRA alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années. Il se souvient des longues marches forcées, du manque de nourriture. Il est devenu soldat pour la rébellion. Les combats l'ont beaucoup marqué. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup. On a été forcé de porter les blessés. Ce n'était pas facile. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. À l'époque, Dominique Ongwen était déjà l'un des leaders de la LRA. Il se souvient de la fourmi blanche comme d'un homme cruel. Si tu essayais de t'échapper et qu'ils te rattrapaient, il leur disait de te tuer. Parce que les gens savaient trop de choses. Ils voulaient en faire un exemple. Après 5 années entre les mains des rebelles, Denis réussit à s'enfuir. En tant que victime, il a été amnistié à son retour. Aujourd'hui, direction Goulou pour voir le procès diffusé en direct par la CPI. Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous ici pour l'événement. Les gens ont attendu longtemps ce moment, pendant de nombreuses années. C'est quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur, d'abord parce que ça se passe vraiment, et en plus ils sont impliqués. Suivre ce procès les rassure sur le fait que ce qui leur est arrivé n'a pas été oublié. Les victimes attendent beaucoup de ce procès. Je veux savoir si la justice existe vraiment et aussi si ce procès va affecter les familles qui ont été enlevées. Ce qui est arrivé dans le passé ne doit jamais se reproduire. Un cas difficile que la CPI mettra des mois à juger, voire des années. La tension monte à la veille de la présidentielle au Ghana. Un militant de l'opposition a été tué lundi soir dans le nord-est du pays lors d'affrontements entre partisans des deux principaux candidats. Des violences qui ont fait également 14 blessés. Ce mercredi, le président sortant, John Dramani Mahama, a tenu son dernier meeting. Il affrontera 6 autres candidats, dont le principal opposant, Nana Akufo-Addo, qu'il avait déjà battu lors de la précédente élection en 2012. La Gambie, elle, a élu son nouveau président jeudi dernier. Une victoire surprise de l'opposant Adama Barrow face à Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 22 ans. Un régime autoritaire qui a poussé de nombreux jeunes à fuir le pays. Cela va-t-il changer avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant? Regardez le reportage de Sarah Sako dans la région de Banjul. Dans le district de Kombo Nord, aux environs de Banjul, une petite bourgade poussiéreuse.
L'équipe de football locale dit une dernière prière avant son match. Le groupe se compose de 25 jeunes mais peine à se stabiliser. Ces éléments prennent régulièrement le back way, comme on dit en Gambie, le chemin de l'immigration clandestine. Nous avons perdu la plupart de nos joueurs. De nos jours, les garçons sont prêts à partir à tout moment. Ils nous prennent toujours par surprise. Quand on apprend qu'ils sont partis, il ne reste qu'une seule chose à faire, à prier pour eux. Sang Paul est le dernier capitaine en date de l'équipe. Le précédent a pris le chemin de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de boulot, je peux même dire qu'il n'y en a pas du tout. Même ceux qui ont un travail n'ont pas d'argent. Alors oui, si j'avais de l'argent, je partirais. En Gambie, le backway, l'immigration clandestine, n'affecte pas seulement les équipes de football. Dans la même communauté, la famille Darbo vit péniblement grâce au salaire de professeur de Yaya. Il y a 2 ans, son frère cadet a risqué le trajet. Malheureusement, il est mort en tentant de partir. Et la famille est toujours sous le choc. Il est parti pour essayer d'aider la famille. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. En 2015, selon l'Office international pour l'immigration, les Gambiens figuraient parmi les 5 premières nationalités répertoriées en Italie. Ramené à sa petite population, le pays occupe même la première place. Un phénomène que l'opposition attribue à la mauvaise gestion du pays par Yaya Jammeh, qui a gouverné sans partage pendant 22 ans. Ce dernier a une toute autre lecture du problème, comme il l'exprimait pendant la campagne électorale. Il y a plus des 3/4 de la population de ce pays qui sont des étrangers. Aucun d'eux ne meurt de faim. Alors pourquoi diable eux ne pourraient pas travailler ? Qu'ils arrêtent de mentir et de dire qu'il n'y a pas de boulot en Gambie, qu'il n'y a pas d'opportunité pour la jeunesse. C'est un mensonge. Le président élu, Adama Barrow, qui prendra ses fonctions en janvier, espère inciter rapidement les jeunes à rester au pays. Les Gambiens émigrent clandestinement car ils sont désespérés. Mais nous espérons leur redonner espoir. Si les gens ont de l'espoir, alors ils ne prennent pas ce genre de risque. Le défi est de taille. Selon un chiffre de 2013 de l'ONU, 60% des Gambiens vivent dans une pauvreté multiforme. Toujours pas d'issue à la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun depuis plusieurs semaines maintenant. Après l'opposition, hier, le RDPC, le parti au pouvoir, a organisé un meeting ce mardi à Buea, le chef-lieu de l'une des 2 régions anglophones. Avec ce message, pas question de fédéralisme, l'État restera unitaire. Avocats et enseignants anglophones réclament une meilleure prise en compte de leurs spécificités historiques et linguistiques. Et je vous le disais en titre, l'invité du Journal de l'Afrique ce soir, il n'a même pas 25 ans, c'est la révélation rap de 2016. Il est considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération. Le rappeur belge d'origine congolaise, Damso, est à mes côtés. Bonsoir Damso. Bonsoir. Alors on va tout d'abord écouter un extrait de votre premier album, Batterie faible, qui est disque d'or. Je vous propose d'écouter Graines de sablier et on en parle juste après. J'aimerais pouvoir le manier, trouver les graines du sablier, m'emparer de l'avenir, du destin de ma mère à venir, lui dire qu'elle n'est plus obligée de s'en aller. Si jamais je pars avant toi mec, j'ai déjà tout niqué, ne sois pas triste. Déter oui mais pour la mif je partirai en fumée comme Patrice. Seul dans le coin accusé à tort, je suis ni Charlie ni djihadiste. Maîtresse m'en veut car je suis noir comme Dark Vador. Maîtresse est-elle raciste? Y'a pas meilleur abri que le ventre d'une mère, pas meilleur appui qu'un fils légendaire. Je te le dis, c'est pas tout seul. Alors Damso, on vient de le voir dans ce clip, des images de votre pays d'origine, la RDC. Vous êtes né, vous avez grandi à Kinshasa jusqu'à une dizaine d'années. Il y a une mélancolie, des paroles fortes, parfois crues aussi. C'est votre vécu qui a nourri notamment cette chanson, votre vécu en RDC? Oui, mon vécu et surtout la maladie de ma mère en même temps, donc c'est un peu des deux quoi. Et est-ce que c'est important pour vous justement, 10 ans, c'est quand même pas rien, vous avez vécu 10 ans à Kinshasa. Est-ce que c'est important non seulement dans votre vie, mais dans votre vie d'artiste également, ce passage au Congo? Bien sûr, c'est ce qui fait ce que je suis. Je crois que le fait de savoir d'où je viens, de connaître un peu l'histoire de mon pays, ça fait ce que je suis, ça fait ma musique en fait. Justement, dans Graines de sablier, qu'est-ce que vous vouliez raconter exactement avec ces images très très fortes qu'on voit à l'écran? Dans Graines de sablier, plusieurs choses. Déjà, le titre Graines de sablier, en fait, comme le sablier parle de temps, je dis que j'aimerais en fait trouver les graines de sablier. Donc si je les trouve, je pourrais manier le temps. Et si j'arrive à manier le temps, je pourrais l'arrêter pour pouvoir faire en sorte que ma mère puisse vivre éternellement.
C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je l'ai appelé graine de sablier. Et ma mère, en même temps, ma mère patrie, donc c'est-à-dire le Congo, pouvoir manier le sable, donc la terre. Et vu qu'on se fait exploiter, on exploite notre terre. Si j'arrive à manier cette terre-là, on pourra aussi vivre plus longtemps et mieux surtout. Donc c'est un double message en fait. Alors, on a reçu d'ailleurs plusieurs rappeurs sur ce plateau. Il y a une tendance qui est d'être inspiré, de mélanger du rap avec de la musique africaine. On l'a vu avec MHD, avec Booba aussi, son titre DKR. Pour vous, c'est pas encore le cas dans ce premier album. Hein. Est-ce que ça se pourrait, cette musique africaine, elle vous inspire aussi ? Ouais, il y a un titre justement sur Kinshasa, dans le suivant. Ils vont le découvrir assez vite, on verra bien. Mais oui, bien sûr, ça m'a toujours inspiré, sauf que dans Batterie Faible, ce que je vivais à ce moment-là m'a pas permis de l'écrire. J'étais vraiment dans autre chose, mais là, dans le prochain, oui, sûr. Vous avez collaboré avec des artistes africains notamment, ou vous êtes inspiré de cette musique notamment africaine ? Ouais, j'ai baigné dedans. Papa Wemba, JB Mpiana, Werason, enfin je veux dire tout le monde. Oui, j'ai été inspiré, mais j'ai pas collaboré, non, pas encore. Alors là, donc on parle de Kinshasa, mais là on entend Bruxelles-Vie. Ouais. Bruxelles, c'est votre ville. Alors vous ne vivez plus à Bruxelles, vous venez de me dire que vous vivez plus à Bruxelles, mais ça reste votre ville, là où vous avez grandi. C'est là que j'ai tout fait, j'ai fait les 400 coups. C'est là qu'on m'a soutenu, c'est là que j'ai collaboré avec mon AG, mon DJ, toute mon équipe en fait. Donc Bruxelles, j'aurais beau aller partout dans le monde, ça reste, je veux dire, depuis de 10 ans jusqu'à 24 ans, j'ai vécu à Bruxelles, donc c'est ma vie quoi. Donc c'était aussi une envie de rendre hommage à cette ville, finalement, cette chanson ? Sans Bruxelles, je pense que j'aurais pas fait de la musique. Donc c'est là que j'ai découvert le rap, la musique en fait, la musique en général, les micros, tout ça, les studios, à Bruxelles. Mais en même temps, donc c'est à Bruxelles, mais en même temps, c'est difficile d'éclore, d'exploser complètement musicalement à Bruxelles. C'est en France que vous êtes devenu une star ? Oui, c'est par le soutien de Booba et sa promotion que j'ai commencé à être connu en France petit à petit. Et oui, bien sûr, je pense que le fait de venir d'un petit pays, les gens ont tendance à ne pas soutenir directement, il y a une sorte de peur. Et je crois que le fait de faire succès ailleurs, ça aide le public belge à se dire bon voilà, je vais promouvoir comme tout le monde et soutenir mon artiste. Je crois que c'est ça aussi. Alors vous vous dites passionné de musique, je l'ai entendu plusieurs fois, mais par contre c'est de la musique qui peut être très variée, très éclectique. Vous n'êtes pas forcément un rappeur qui n'écoute que du rap. Non, j'écoute pas beaucoup de rap en fait, c'est ça le pire. J'écoute pas beaucoup de rap, j'écoute plus des productions de rap, mais le rap en lui-même, je l'écoute pas beaucoup en fait. Qu'est-ce que vous écoutez comme genre de musique ? Du jazz, du Charlie Parker, du John Coltrane, du Miles Davis, du Mylène Farmer, Ton Amour. Ah oui. Ça aussi, j'aime beaucoup. Le rap, pour ça, je sais pas vraiment ce qui se passe ces temps-ci, mais j'écoute plus des prods, des productions, ça ouais. À longueur de journée en fait. C'est pour ça qu'on entend aussi des influences très mélangées effectivement dans votre musique. Alors il y a un titre très intimiste, Amnésie. Vous dites que c'est le titre le plus difficile que vous avez eu à écrire. Ouais. Il parle d'un suicide. Ouais, bien sûr. C'est un texte que je voulais pas mettre à la base. Et c'est mon AG de La Fuentes qui m'a conseillé de le mettre. Et je voulais pas le clipper non plus. Et comme je fais pas beaucoup de concerts, je fais pas beaucoup de clips non plus, et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de Facebook, de Instagram, Snap. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer quelque chose. J'ai refusé beaucoup de scénarios, une quinzaine, et après je suis tombé sur 2, puis j'ai choisi celui de Max et Léo, et c'est parti quoi. Je propose qu'on se quitte. Merci beaucoup Damso d'être venu sur ce plateau. On va se quitter justement en écoutant un extrait d'Amnésie. Merci de nous avoir suivis. Merci. Depuis je fume pour l'oublier.